Alors, bonsoir. On est de retour là, avec la suite de notre cours MPOC-BIPOC. J'avais pas fini de l'enregistrer, donc là, je suis rendue dans le nord. C'est pour ça que j'ai pas le même background. Alors, on était rendu aux traitements qui sont en lien avec les maladies obstructives respiratoires chroniques. On en a toute une liste. On va toutes les voir aujourd'hui. Puis clairement, la numéro 1, l'abandon du tabac. C'est sûr que c'est la principale, puisque les maladies obstructives pulmonaires chroniques sont en majorité causées par le tabac. Ben, quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué avec de l'emphysème ou de la bronchite chronique, s'il n'arrête pas de fumer, c'est sûr que ça va pas aider à son problème. Donc, la première chose qu'on va leur suggérer, c'est l'arrêt du tabagisme si c'est des gens qui fument. Il y a toutes sortes de façons là, d'arrêter de fumer. Il y a des thèmes, de la gomme à mâcher, certains aérosols, quand on a une envie de cigarette dans la bouche, puis ça nous enlève l'envie de fumer. La même chose avec des vaporisateurs nasales. Tout ça, c'est des trucs que l'infirmière peut prescrire. Donc, je vais juste baisser le son de mon CD. Donc, si, comme infirmière, vous allez chercher votre numéro de prescripteur, puis vous n'avez pas besoin d'avoir un bac pour avoir ça, il y a un processus quand même pour obtenir ce numéro-là. Vous pourriez prescrire des thèmes, de la gomme à mâcher, des aérosols pour l'arrêt du tabagisme, pour une personne qui va arrêter de fumer. Et puis, vous allez me dire, ben ça serait quoi l'avantage de pouvoir le prescrire puisque on peut les avoir en vente libre. Quand ils sont prescrits, ils sont remboursés par les assurances. Donc, il y a certaines personnes qui vont vouloir les avoir prescrits. Il y a d'autres prescriptions de médicaments. C'est une sorte d'antidépresseur. Ils se sont rendus compte qu'avec cet antidépresseur-là spécifique, le bupropion, je trouve ça difficile à dire, de son nom commercial, le Ziban ou le Wellbutrin, aide énormément à arrêter de fumer, aide énormément avec les manifestations cliniques qui viennent avec le sevrage du tabac. Ça fonctionne pas pour tout le monde. Il y en a qui répondent vraiment pas bien à cette médication-là et il y en a d'autres qui répondent extrêmement bien. C'est important quand que les gens décident d'arrêter de fumer, d'avoir un plan minimal. Là. C'est sûr que c'est pas facile d'arrêter de fumer. Là. Moi, je ne sais pas parce que j'ai jamais fumé, là, mais ce qu'on me dit, c'est que c'est une drogue qui est extrêmement difficile à arrêter. Donc, si on n'a pas un bon plan, c'est sûr que c'est plus difficile. Si on n'a pas de soutien, c'est aussi très difficile. C'est pour ça qu'on a les lignes arrêt du tabac où on peut appeler quand on a besoin d'aide, quand on a besoin de soutien. Puis il paraît que ça fonctionne très bien. Il y a d'autres formules aussi là. L'acupuncture, il paraît que ça fonctionne très bien. L'hypnotisme, il paraît que de se faire hypnotiser, ça l'aide beaucoup à arrêter de fumer. Ensuite de ça, la prévention des infections, parce que les gens qui ont des problèmes respiratoires chroniques sont beaucoup plus à risque, de développer des infections, surtout si c'est la bronchite chronique, parce qu'on se souvient que la bronchite chronique, c'est une accumulation, c'est de l'inflammation des bronches, mais aussi une accumulation de mucus dans les bronches. Et cette accumulation de mucus-là rend l'infection encore plus facile à faire, facile à développer. Donc, ces gens-là, on essaye le plus possible de prévenir l'infection avant même qu'elle arrive. Donc, c'est des gens à qui on va enseigner l'importance de se laver les mains. S'ils ont du matériel pour l'oxygène, l'importance de garder ce matériel-là propre parce que dans les trucs à oxygène, dans les masques à oxygène, dans les lunettes nasales, il se crée de l'humidité, puis c'est d'excellents endroits pour développer des bactéries. Donc, on va leur apprendre comment nettoyer leur appareillage. Il y a certains masques, certains appareils qu'on peut mettre au lave-vaisselle. Il y en a d'autres qu'on va juste tremper dans de l'eau savonneuse, puis la rincer
dans une solution de vinaigre et d'eau à part égale, puis ça fait pas mal la job de tuer les bactéries. On va leur dire à ces gens-là d'essayer d'éviter les contacts avec les gens qui sont malades, les gens qui ont la grippe, qui ont le rhume, ces temps-ci qui ont le COVID, parce que les gens avec des problèmes pulmonaires vont être ceux qui vont développer les complications des pneumonies, de la grippe, du rhume et de la COVID. On va leur suggérer fortement de se faire vacciner. Le vaccin pour la grippe, c'est à tous les ans. Le vaccin pour la pneumonie, le pneumocoque, c'est chaque 5 ans. Et puis la COVID, ben là, on ne sait pas encore si ça va être un vaccin qu'on va devoir recevoir à tous les ans. Est-ce qu'il va être bon pour plusieurs années? On ne sait pas encore. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des petits points d'interrogation. Mais c'est clair que les gens qui ont des problèmes respiratoires vont faire partie de la population qu'on va devoir vacciner assez rapidement, ceux qu'on considère les gens à risque. Ensuite de ça, pour prévenir les exacerbations, je trouve que c'est difficile à dire ce mot-là, bien que c'est un beau mot, on va suggérer à ces gens-là de se traiter de façon précoce dès qu'ils ont l'impression ou qu'ils ont des manifestations cliniques de pneumonie. Surtout s'ils toussent et ils crachent des expectorations de couleur, s'ils font de la fièvre. Là, la fièvre, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que les personnes âgées, des fois, ils n'en font pas de fièvre au début. Mais il reste que ces personnes-là vont avoir sous la main tout le temps une prescription d'antibiotiques en prophylaxie. Cette prescription-là est peut-être à la pharmacie, mais ou ils l'ont peut-être dans leur poche sur un papier, mais ils n'auront pas besoin de retourner voir le médecin pour l'avoir, cette prescription-là. Dès qu'ils ont les manifestations cliniques d'une pneumonie, on va leur suggérer fortement de commencer leur traitement d'antibiotiques, d'augmenter leur apport liquidien si c'est possible, s'ils ne sont pas insuffisants cardiaques, et de commencer leur corticostéroïdes, surtout si c'est des gens qui ont la bronchite chronique, bronchite inflammatoire. Ils vont aussi avoir en main une prescription de prednisone qui vont pouvoir débuter dès le début des traitements. C'est la même chose pour les emphysémeux. Ensuite de ça, dans les traitements, il y a les bronchodilatateurs. Ça, c'est des choses que vous connaissez, là, vous avez vu en stage, en première année, en deuxième année. Les pompes bleues, les pompes rouges, les pompes oranges, les pompes mauves, il y en a de toutes sortes maintenant. On va essayer le plus possible que ces gens-là prennent les corticostéroïdes en inhalation de façon continue, même quand ils sont pas en crise, mais ils vont avoir en main des médicaments pour traiter la crise. Donc, des médicaments de courte durée, des bronchodilatateurs de courte à moyenne durée à longue durée. Alors, la courte et moyenne durée, le Ventolin, le phénotérol ou l'Atrovent. L'Atrovent, c'est aussi un bronchodilatateur de moyenne durée, le Ventolin étant une de courte durée. Donc, plus la durée est courte, plus on les utilise pour traiter une crise. Plus la durée est longue, plus on l'utilise pour prévenir les crises. Donc, les Cerevan de ce monde, les Spiriva de ce monde, Spiriva étant un bronchodilatateur, mais pas un bêta-adrénergique, on va le voir un petit peu plus tard, vont être utilisés pour ces gens-là. Il y a des effets secondaires, clairement, à ces médicaments-là. Il y a des effets secondaires à tous les médicaments. Céphalée, tremblement, palpitations, surtout quand ils les utilisent pas souvent et qu'ils en prennent beaucoup pendant une crise, ça peut vraiment donner des palpitations. Là, j'ai marqué fun fact. Le café est un bêta-adrénergique aussi. C'est un bêta-adrénergique bêta 1, si je me souviens bien. Puis ceux qu'on voit ici, c'est des bêta 2 adrénergiques. Mais il reste que en bout de ligne, l'effet est à peu près le même. Donc, un patient qui serait mal pris, qui n'a pas ses Ventolins avec lui, pourrait boire un bon café et ça ferait à peu près la même chose. Alors, ça pourrait dépanner en attendant de trouver ses puffers. Là, je vous donne d'autres bronchodilatateurs de courte et de longue durée. Bon, courte durée pour l'Atrovent. Tantôt, je vous ai dit que c'était longue durée parce que l'Atrovent est une plus longue durée que le Ventolin. Là, il n'était pas dans la même sorte parce que c'est un anticholinergique, tandis que l'autre, c'est un bêta-adrénergique.
Donc, c'est deux molécules qui sont différentes, qui agissent à deux endroits différents, mais il reste que l'Atrovan, c'est une durée un peu plus longue que le Ventolin, et le Spiriva, c'est une durée encore plus longue. Donc, ces médicaments, le Spiriva, c'est un médicament, le Spiriva, c'est un médicament qu'on va prendre souvent, je dis on comme si c'était moi qui prenais, là, mais les gens vont prendre 2 fois par jour ou 1 fois par jour à tous les jours en prévention d'une crise. Le problème avec le Spiriva, c'est que c'est un médicament qui est relativement dispendieux. On parle de 2 $ la dose. Donc, si on en prend 2 fois dans la même journée, c'est 4 $ la dose. 4 $ par jour fois 30 jours, disons en moyenne. Ça fait quand même 120 $ par mois. C'est beaucoup de sous pour quelqu'un qui pourrait avoir un budget limité. Donc, ça va être une des raisons pourquoi les gens, des fois, font des crises parce qu'ils ont arrêté le médicament. Ensuite de ça, on a les méthylxanthines, je suis pas capable de dire ça non plus, qui est un médicament qui est pris de façon orale. C'est pas un inhalateur, c'est vraiment une pilule, mais qu'on voit de moins en moins. Ce que ça faisait, là, c'était améliorer la contractilité du diaphragme, donc aider la respiration. Mais maintenant, avec les nouveaux anticholinergiques, les nouveaux bronchodilatateurs, on a moins besoin de ces médicaments-là. On les voit moins. Ceux qu'on voit, c'est des gens qui prennent ça depuis longtemps, pour qui ça fonctionne bien, puis on ne veut pas changer une formule gagnante. Si ça fonctionne bien, on ne le change pas. Ensuite de ça, j'ai parlé de corticostéroïdes. Corticostéroïdes étant un anti-inflammatoire. On peut le prendre en prévention des exacerbations et on peut le prendre pendant une exacerbation aussi. Donc, il y a des patients qui sont bronchites chroniques, qui vont prendre une petite dose de prednisone à tous les jours pour le restant de leur jour. Et puis, il y en a d'autres qui vont vraiment l'avoir en prescription pour gérer la crise quand ça arrive. Ceux qui sont les corticostéroïdes en inhalateur, la problématique avec ça, c'est que ça cause des infections à la candida. Donc, ça va être bien, bien important, après le Flovent, qui est un corticostéroïde en inhalation, de faire rincer la bouche, parce qu'on veut pas que la personne développe la candida dans sa bouche, et on va leur demander de ne pas avaler le liquide, on va leur demander de rincer et de cracher pour pas qu'ils développent la candida dans l'œsophage. S'ils le prennent Péros, on parle ici, parce que inhalation, ça a moins ces effets-là, mais la prednisone Péros va augmenter de beaucoup l'appétit. Donc, c'est des gens qui vont prendre du poids, qui vont devenir le visage très rond, et ça peut même augmenter la glycémie. Donc, pour un patient qui n'est pas diabétique, ça pourrait même devenir problématique qu'on soit obligé de prendre sa glycémie le temps du traitement de prednisone. Puis un coup que le corticostéroïde est arrêté, la glycémie se stabilise, puis il n'y a plus de problème. Ensuite de ça, je parle ici de la suppression de la fonction surrénalienne, parce qu'en principe, on produit nous-mêmes des corticostéroïdes, du cortisol, de façon naturelle. Donc, quand on en prend en supplément par la bouche, si on en prend de grosses doses pendant longtemps, puis là, je parle de grosses doses, là, 50, 100 mg par jour, pendant plusieurs jours, ça se peut que le médecin ou la médecin demande à ce que ça soit diminué de façon graduelle pour que les surrénales soient en mesure de recommencer à fonctionner. Donc, ça se peut que le patient se fasse dire, bon, mais après ton traitement de 50 mg BID pendant 2 semaines, ben, tu vas prendre 40 mg BID pendant tant de semaines, 30 mg BID pendant tant de semaines, pour qu'on diminue graduellement, pour pas qu'on cause une insuffisance surrénalienne si on l'arrête trop vite. Les antibiotiques, la même chose que j'ai dit tout à l'heure, si le patient pense qu'il y a les manifestations cliniques de pneumonie ou d'infection, de surinfection, il va avoir en main des antibiotiques. La plupart du temps, là, ça fait partie de ces doses-là. Je vous dirais que le Zithromax était très, très à la mode à un moment donné, puis on en voyait beaucoup, la Velox aussi, mais les 5 sont des bons antibiotiques pour ça et pourraient être prescrits dépendamment de ce que le médecin veut avoir. L'oxygénothérapie, puis là, j'arrive trop proche de mon 15 minutes, je vais arrêter mon vidéo, puis on se retrouve après.